d'autres questions car on a pris un peu de retard et je vais laisser Victoire de Lastour nous présenter le b.a.-ba des Écosses. Bonjour à tous. Je sais pas, il faut que je me mette pour qu'on voit. Voilà. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je vais vous faire un topo vraiment très, j'espère pratico-pratique parce que je crois que des explications un peu théoriques sur les échos, il y en a déjà eu pas mal dans les années précédentes et en plus, je ne pense pas être légitime pour vraiment vous expliquer à quoi servent les échos et pourquoi c'est probablement une bonne manière d'évaluer les étudiants. Donc, je vais vous raconter un peu l'histoire des échos qu'on a mis en place à l'Université de Paris maintenant, sachant que on m'avait confié cette mission fin 2018. À l'époque, on n'était pas encore fusionné avec Paris Descartes. Moi, je viens de Paris Diderot originellement. Mais on avait déjà dans l'idée qu'on allait l'être et donc on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on le fasse ensemble. Et c'est ce qui a été fait. Donc, le premier objectif, c'était d'organiser des échos pour une promotion entière. Donc, on a choisi de façon un petit peu arbitraire, mais aussi parce qu'ils auraient dû être les premiers impactés par la réforme, les DFA 1 de l'année 2018-2019. Bon, finalement, la réforme ayant été repoussée d'un an, cette promotion-là ne voit pas passer les échos en fin de 6e année, mais c'était pas très grave. Et on avait prévu donc de faire une première série d'échos en mai 2019 pour l'ensemble des 2 promotions d'étudiants de Paris Descartes et Paris Diderot. Donc, vous voyez, à peu près 800 étudiants. Alors déjà, pour vous dire, moi, j'avais jamais entendu parler d'échos avant. Je n'en avais évidemment jamais fait, jamais vu. Et la plupart d'entre nous, c'était à peu près la même chose. Donc, c'est pour ça que je me sens moyennement légitime pour vous parler de ça. Mais je vais vous raconter un peu ce qu'on a donc fait. On a fait d'abord une première réunion fin 2018 entre enseignants de Paris 5 et de Paris 7. Et finalement, on est, je crois, à peu près arrivé, alors avec beaucoup de problèmes. Alors, je vais essayer de vous donner quelques ingrédients qui nous ont aidés. D'abord, et avant tout, il faut constituer une bonne équipe avec des gens hyper motivés. Alors, je vais vous parler surtout de la partie Paris Diderot, parce qu'en fait, on a assez vite décidé de séparer les sites Paris Diderot et Paris Descartes parce que c'était vraiment trop compliqué. Et la seule chose qu'on a finalement eu en commun, ça a été les sujets entre les deux universités. Et chacun, en fait, a fait sa propre organisation sur site dans les 2 facs. Et donc, nous, à Paris Diderot, on a fait ça ici sur le site Bichat. Et donc, voilà, tout ça, ça a été grâce à une équipe extraordinaire. Et je les ai cités ici. Et Alexis, qui est au fond de l'amphi, peut en témoigner. Alexis Tradin, tout le monde a été extrêmement impliqué. Vous pouvez imaginer le nombre de réunions qu'il y a eu. Donc ça, c'était le groupe d'enseignants qui était vraiment au cœur de cette organisation. Bien entendu, tout ça n'aurait pas été possible sans des équipes de scolarité, de logistique, de la fac qui ont été également très impliquées, de surveillants qui ont été recrutés pour l'occasion. Et vous voyez qu'au total, on a fait passer 408 étudiants. Pardon, c'est pas des DFA 3, c'est des DFA 1. Il y avait 150 enseignants qui ont été sollicités pour faire passer ces épreuves, plus donc 6 personnels administratifs le jour même, et je ne compte pas ceux qui ont travaillé autour, et une dizaine de surveillants. Donc, on est à des effectifs absolument gigantesques dans un seul lieu. Donc, vous imaginez que déjà là, avec maintenant la crise sanitaire, c'est juste plus possible de faire ça. Donc, ça, c'est un autre enjeu, mais j'en reparlerai peut-être un petit peu après. En tout cas, c'est sur le plan logistique très compliqué. Alors, il faut donc des gens motivés, il faut des locaux adaptés. Et ça, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'UFR qui ont de la place comme on a la chance d'avoir ici. Ici, il y a 68 salles à peu près qui étaient disponibles. Alors, on a été tout visiter du fin fond de la cave tout en haut. On est tombé sur des salles complètement improbables par endroits. Et je vous montre juste ici pour vous donner un exemple de comment on a organisé les choses. Le plan des salles avec à chaque étage et pour chaque salle, on plaçait des étudiants dans des groupes différents et on les a organisés comme ça. C'est un travail évidemment assez compliqué. Alors, une fois que c'est fait, ça, on gagne beaucoup de temps parce qu'on n'est pas obligé de le faire chaque fois. Et on avait séparé en fait les étudiants par groupe, je vais y revenir. Et donc, chaque couleur et chaque circuit d'étudiants correspondait à un groupe. Alors, la partie de loin la plus difficile et aussi la plus intéressante, c'est de faire des sujets et de faire des bons sujets. C'est pas facile.
On s'est planté d'ailleurs, à mon avis. En tout cas, on n'a pas fait des sujets parfaits au début. On s'est amélioré avec le temps. On a eu la chance d'avoir une professeure associée tunisienne qui était à Paris, un dermatologue ici à Bichat pendant quelques mois et qui, elle, avait une très, très grande habitude des échos parce qu'elle en faisait depuis des années à Tunis. Et du coup, elle a vraiment été très motrice là-dessus, nous a aidé, elle nous a appris à faire des sujets. Donc, on a formé un groupe pour écrire ces sujets. Et donc là, ces sujets étaient partagés avec Paris Descartes. Pour chaque sujet, il y avait un rédacteur et 2 relecteurs testeurs, c'est-à-dire qu'ils devaient relire, ils devaient tester les sujets sur des étudiants. Alors, on a essayé de pas faire des étudiants pour des problèmes de triche, mais sur des internes. Et en fait, il y a eu beaucoup d'allers-retours parce que franchement, c'est assez difficile à faire. Ensuite, tout le groupe sujet relisait à chaque fois les sujets. Et alors ça, c'est un groupe évidemment qui continue maintenant et on continue à essayer de produire des sujets et surtout à s'améliorer parce que c'est vraiment en les faisant et en voyant comment ça s'est passé au moment des échos qu'on voit les erreurs aussi qu'on a fait. Pour chaque sujet, une fois qu'ils étaient établis, alors Alexis, tu me pardonneras, j'ai mis cette vidéo-là, mais je ne sais pas si ça va marcher, c'est pas très grave, mais bon, c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer qu'en fait, pour chaque sujet, on a fait un petit film avec donc le petit jeu de rôle entre un médecin et le malade. Et donc là, vous voyez que le médecin est joué par un interne et Alexis Trandine qui est ici comme malade. L'idée étant pouvoir le montrer à tous les enseignants qui allaient faire passer cette épreuve pour qu'il y ait une certaine homogénéité dans la manière dont ils allaient jouer le patient simulé et dans la manière dont ils allaient évaluer les étudiants. Parce qu'en fait, on avait quand même, comme je vous ai dit, plus de 150 enseignants et donc on avait assez peur qu'il y ait une énorme hétérogénéité. Il y en a eu un peu. On a vu que certains enseignants voulaient vraiment aider les étudiants, donc ils leur donnaient plein de pistes, les aidaient un peu trop. Il y en a d'autres qui étaient très durs. Enfin bon, c'était assez. Et donc, et puis il y en a qui disaient rien. Enfin bon, c'était. Donc, on a fait ces films et je crois que c'était très utile. On a fait après, pour tout vous dire, 2 autres séquences d'Écosse et dans une qui était vraiment en septembre 2019, qui était une séance vraiment d'entraînement. On n'a pas fait les films et en fait, les enseignants nous l'ont beaucoup reproché en nous disant mais on savait pas comment il fallait faire, etc. Donc je crois vraiment que les films c'était un truc très utile et qu'on a utilisé au moment de former nos enseignants. Et je vais y revenir, mais la formation, bon, je suis désolée pour ce petit film, enfin vous imaginez le truc, il joue la comédie. Alors, on n'aurait pu avancer maintenant. Pardon, hop. Voilà, alors ensuite, donc il a fallu former nos enseignants et puis qu'ils soient motivés. Alors, je vous montre là juste quelques photos de la première séance, notamment avec le professeur Damien Sen et Catherine Boghem qui ont été obligés de faire le ménage parce que c'était quand même dans des salles parfois un peu obscures du fin fond de la fac ici. À gauche, vous avez d'autres enseignants qui testaient, qui faisaient passer l'épreuve à une étudiante. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des réunions par site hospitalier parce que c'était quand même de loin ce qui était le plus facile. Donc, notre petit groupe, là, en fait, était assez bien réparti sur les différents sites. Pour Paris Diderot, il y a 6 hôpitaux différents. Et donc, pour chaque hôpital, chacun avec pour rôle de former les enseignants qui allaient faire passer les échos dans leur site. Donc tout ça, ça nécessite d'avoir les sujets parfaitement prêts, les films faits, etc., au moins 15 jours, 3 semaines avant la date de l'Écosse pour avoir le temps de les former et que ça soit le plus homogène possible. Et les séances de formation, moi, qui l'ai fait pour mon hôpital à Beaujon, il y avait une vingtaine d'enseignants de Beaujon qui ont participé aux Échos à chaque fois. Et ben malgré tout, on est obligé de faire 4, 5, voire 6 séances, parfois en personnalisé, parce que y en a un qui est jamais libre au moment que les autres. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps. C'est un gros investissement, mais c'est un point absolument essentiel, d'autant plus que l'énorme majorité en fait, tous les enseignants, il n'y en avait pas un qui avait fait passer un Échos dans sa vie. Donc il fallait déjà leur expliquer ce que c'était, leur expliquer à quoi ça servait, comment ça allait se passer, etc. Et puis, bon, il y a le fond qui est de faire passer l'examen, de faire le patient simulé. Et puis, il y a la forme, l'organisation et la logistique qui est absolument essentielle puisque, alors voilà, il faut aussi des sifflets et des siffleurs. Ça, c'est mon fils. Et qui, c'est pas lui qui faisait le siffleur, mais il s'est entraîné à la maison. Et il faut un déroulé absolument minuté. Alors là, nous, on n'a rien inventé. On a repris ce qui avait été fait notamment par la fac de Rouen, on a trouvé sur Internet leur organisation minutée, etc. On a reproduit ça avec ce qu'on avait comme nombre d'étudiants et comme salle à organiser. Pour vous dire, donc nous, on avait 408 étudiants, on les a répartis en 17 groupes. Ils étaient 24 par groupe
sur donc 68 salles. Et là, cette fois-là, on a fait passer 4 stations seulement, hein, en se disant que 4, c'était facile à multiplier par 2. Si en 2 demi-journées, ça faisait 8. Alors, depuis, on a appris que pour les ECN, ça risque d'être plutôt 10 stations. Donc, on avait prévu en mai dernier, mais évidemment, les échos ont été annulés, de faire cette fois-ci des 5 stations à chaque fois, et donc de pouvoir doubler de 5 à 10 assez facilement. Bon, là, en tout cas, de façon un peu modeste, on a commencé avec 4. Donc, chaque étudiant avait son groupe qui était donc A, B, C, D, etc. Et ensuite, un numéro attribué, donc il s'appelait A1, A2, A3, etc., jusqu'à Q1, Q2, Q3. On leur collait une étiquette sur le cœur avec écrit A1, comme ça, ils s'étaient anonymisés, ils n'avaient pas besoin de dire leur nom à chaque fois à l'enseignant évaluateur, et l'enseignant évaluateur avait juste à écrire le code de l'étudiant, et on ne voulait pas utiliser des codes compliqués, genre le numéro d'étudiant, ça nous paraissait trop complexe. Et puis, on a fait ça en 2 vagues avec des étudiants qui étaient convoqués à 8h30 dans un amphi d'entrée. On leur exposait comment ça allait se passer. À 9h, les épreuves commençaient. Je vais vous montrer le déroulé. Et puis, il y avait une deuxième vague d'étudiants qui arrivaient, une fois que ces 12 premiers par groupe avaient terminé leur épreuve, on les mettait dans une salle de sortie. Donc, ils ne pouvaient pas communiquer avec le deuxième groupe. Et le deuxième groupe arrivait. Et de nouveau, on les faisait passer jusqu'à 13h30 à peu près. Chaque binôme d'enseignants, eux, restait dans la même station et faisait passer le même sujet à donc 12 étudiants en première vague, puis 12 étudiants en deuxième vague, donc 24 étudiants. Donc, c'est assez pénible pour les enseignants parce que, en gros, ils passent toute une matinée de 8h30 à 13h30 à faire répéter exactement le même scénario, le même examen à des étudiants qui passent les uns après les autres. Alors, nous, on leur a beaucoup conseillé de switcher entre l'enseignant évaluateur et l'enseignant qui faisait le patient simulé, parce qu'on trouvait que c'était quand même plus intéressant pour eux et beaucoup l'ont fait. Juste un petit exemple du déroulé. Vous voyez qu'il y a chaque étudiant, quand il est le A1, passait d'abord station 1, puis la 2, puis la 3, puis la 4. On a fait des stations de 7 minutes et on fait tourner. Tout ça, je peux vous laisser bien sûr les diapos, mais surtout, c'est des choses qui sont faites par beaucoup d'autres. Et une fois de plus, on n'a pas inventé grand-chose là-dessus. Et vous voyez, on a des timings extrêmement précis à la minute près, avec tout le personnel de la scolarité, par ailleurs, qui doit avoir ce planning, avec ses sifflets qui sifflent dès qu'on est à 9 minutes 08 pour dire qu'on change de salle, etc. Donc, tout ça est extrêmement précis. Donc, évidemment, tout enseignant en retard, je ne sais pas quoi. En plus, on a eu quand même en septembre, quand on a fait la séance d'entraînement pour les DFA 3, c'est tombé un jour de grève de la RATP. Donc ça a été quand même... Bon, à la dernière minute, on a fini par conserver les échos. On a tout repoussé d'une demi-heure à la dernière minute. Et finalement, ça s'est pas trop mal passé. Mais vous voyez, c'est quand même... C'est extrêmement anxiogène. Et il y a quand même plus de 650 personnes au total qui sont là à ce moment-là et qui doivent être extrêmement bien organisées et savoir ce qu'ils doivent faire. Alors... Bon, tout ça, c'est très organisationnel. Nous, pour la notation des étudiants, c'est encore un enjeu qui est très compliqué et qu'on n'a pas encore complètement réglé. Nous, on a utilisé des tablettes par station qui devaient donc être remplies par les enseignants. On a utilisé plusieurs logiciels différents. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y en a un qui était moins bien que l'autre. Donc, voilà. Mais c'est assez compliqué et on a perdu des informations. Il y a certains étudiants, on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas été notés parce que le code n'avait pas été bien mis. Bon. Donc, ça, c'est un vrai problème, notamment parce que, les 2 premières fois qu'on l'a fait, c'était des entraînements. Mais là, on a fait en décembre le CCC officiel sous forme d'ECOS, donc en décembre 2019 ici. Et là, c'est un vrai examen, donc il ne faut pas perdre des notes. Et donc voilà, donc donc ça c'est un enjeu compliqué qui repose aussi beaucoup sur la qualité du système informatique de l'hôpital et des ingénieurs informatiques. Mais bon, je pense que c'est quelque chose de solvable. Juste pour vous dire ça, c'était typiquement les notes qu'on a pu avoir pour les échos. Alors je crois que c'était un des entraînements, donc il y avait plusieurs sujets. Il y en avait un qui était... On avait toujours voulu avoir une station qui était quelque chose de très pratique. Et donc, typiquement, là, on leur avait demandé de prendre une tension artérielle manuellement à l'enseignant. Alors, ça a été, vous voyez, il y a 51% des étudiants de DFA 3, là, c'était les DFA 3 qui savaient, donc 49%, qui ne savaient pas prendre une tension artérielle manuellement. Et quand on écoute les enseignants nous raconter, il y en a qui nous ont dit des trucs, mais affreux.
affreux. Donc voilà. Donc ça, c'est quand même je trouve que c'est des choses très simples qui en fait sont assez révélatrices. Bon. La fois d'avant, on avait faire un gaz du sang sur des bras de simulation. Donc là, il y avait aussi eu des erreurs et tout, mais bon, c'était un peu moins inquiétant que la prise de tension artérielle manuelle, en tout cas à mes yeux. Et puis il y avait un cas de prévention qui était sur les IST, un cas vraiment d'examen clinique sur une paralysie faciale périphérique où il y avait une photo d'une face et puis il fallait qu'il retrouve l'examen clinique. On a voulu vraiment faire très pratique. Et puis il y avait un cas qui était de l'annonce d'une maladie grave, en l'occurrence une maladie d'Alzheimer. Alors après, ça c'était un des échos, on en a fait d'autres. Alors ensuite, on a évalué quand même systématiquement comment les enseignants avaient apprécié ces échos, aussi ce que les étudiants en avaient pensé. Je ne vais pas tout vous montrer. Je remercie Alexis Trendin qui a fait ce travail complètement et qui m'a donné ces graphes. Donc déjà, pour vous donner une idée, nous, au début, on s'est dit qu'il fallait que ce soit les enseignants titulaires qui soient mis en première ligne. Et donc, les 2 premières séances, ça a été quasiment que des titulaires parce qu'on voulait qu'ils connaissent le fonctionnement des échos, etc. Donc, vous voyez que finalement, il n'y a eu que 20% de ces CA lors de ces premières séances qui étaient essentiellement remplaçaient leur enseignant titulaire. 83% des enseignants n'avaient jamais fait passer des causes. Ça, c'était pour les spécialités. On a pris absolument tout le monde à la fac. Et dans les échos d'après, on a même vraiment sollicité tout le monde, les biologistes, les radiologues, etc., en les mettant sur des sujets qui les intéressaient si possible, mais pas forcément toujours. C'était pas facile. Après, donc on leur a demandé un peu comment ils avaient trouvé les scénarios, s'ils avaient trouvé que la préparation était suffisante. Donc ça, c'est plus en interne pour qu'on s'améliore ensuite. Mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée. Alors, on a eu 80 réponses à peu près sur 150 enseignants avec des Google Forms qu'on envoyait par mail juste après les échos. Pour les étudiants, on a fait un peu pareil et je vous montre pas les résultats, mais on leur avait donné au début, on leur a envoyé un Google Form et puis on a eu très peu de réponses. Et en fait, la fois d'après, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a demandé, quand ils attendaient dans la salle de départ au moment de partir, on leur donnait des tablettes pour qu'ils les remplissent. Et comme ils s'ennuient beaucoup à ce moment-là, et ben là, on a une bien meilleure exhaustivité des réponses au questionnaire qu'on leur avait envoyé. Ça, c'était bon, l'opinion sur les échos. Avant d'avoir fait des échos, ils étaient soit neutres, soit bof. Et là, après, ils avaient trouvé ça génial. On était très contents. Non, ils ont été très enthousiastes, franchement, sur ça. Alors après, quand on a voulu leur redemander une seconde fois de le faire, c'était moins, parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Alors ça, c'est juste pour vous montrer une publication qui vient de sortir là dans PLOS ONE. J'ai même pas écrit le journal, mais vraiment il y a un mois, parce qu'on s'est tout de suite dit, il faut qu'on fasse un peu de recherche là-dessus, d'autant plus qu'on a quand même des énormes effectifs d'étudiants. Donc, en fait, on peut faire des choses et des stats. Et donc, c'est encore une fois Alexis Trendin et Alexandre Nouzou qui étaient dans le groupe d'organisation qui ont, en fait, grâce au questionnaire qu'on avait envoyé aux étudiants et aux notes qu'ils ont eues à leur écos, on comparait en fait des étudiants qui avaient reçu une formation sur la relation médecin-malade dans notre centre de simulation et essentiellement sur l'annonce de maladies difficiles et sur des situations conflictuelles avec des patients. Et il y avait toute une partie des étudiants, notamment ceux de Paris-Descartes, qui n'avaient pas eu cette formation-là. Et donc, il y avait donc 775 étudiants qui ont passé cette échos. L'échos en question, la station, c'était d'expliquer à un malade qui avait besoin d'être opéré d'une cholécystectomie, en l'occurrence, c'était pas très compliqué, et le malade voulait pas, disait qu'il avait peur, qu'il était allergique aux médicaments, que l'anesthésie c'était pas possible, etc. Il fallait lui expliquer pourquoi c'était important de faire cette opération, etc. Et du coup, dans ce travail, ils ont regardé chez ces étudiants, ils ont comparé ceux qui avaient eu la formation avec ceux qui l'avaient pas eu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, la formation avait eu lieu au moins 12 mois avant, donc c'était pas récent. Et en fait, alors, ils ont aussi regardé seulement les étudiants qui ont répondu au questionnaire. Et donc, vous voyez ici, en gros, ceux qui n'avaient pas eu de training sur la plateforme de simulation ont eu de moins bonnes notes à leur échos que ceux qui ont eu qui avaient été formés. Donc ça, c'est quand même satisfaisant. Et puis, je ne vais pas tout vous détailler, mais en gros, ça, c'est ce qu'ils ont ressenti lorsqu'ils passaient l'échos en fonction de savoir s'ils avaient ou non eu la formation. Et très clairement, ceux qui avaient eu la formation étaient beaucoup moins stressés, beaucoup moins angoissés, trouvaient mieux leurs mots pour parler aux malades que les autres. Voilà, donc ça vient de sortir dans PLOS ONE. Alors, évidemment, le problème des échos, c'est le problème qu'on a tous actuellement. Et donc, c'est extrêmement compliqué. On a déjà été obligé d'annuler, évidemment, la séance du mois de mai. On devait faire un entraînement en septembre, la semaine dernière,
pour le CCC qu'on espérait faire encore sous forme d'Écosse à la fin de l'année. Et juste, c'est absolument impossible dans ces conditions avec autant d'étudiants. Donc, deux choses qui, à mon avis, doivent absolument être développées pour entraîner nos étudiants. D'une part, les Écosses pour évaluer les stages hospitaliers. Alors, ça commence à être mis en place, et notamment Damien Roux et Nicolas Javot à Louis Maurier l'ont mis en place pour évaluer leurs étudiants en fin de stage, donc en prenant les étudiants de réanimation des urgences. Ça, je crois que c'est vraiment, il faut tous qu'on s'y mette, et d'ailleurs, nous, on va s'y mettre dans mon service bientôt, mais c'est vraiment essentiel, et ça s'adapte très bien en fait à une évaluation de fin de stage, parce que on peut se mettre à plusieurs services, soit du même DMU, soit avec des spécificités un peu communes. Et finalement, il faut faire 2 ou 3 stations, c'est pas la peine d'en faire 40. Ça prend une demi-journée et ça permet d'avoir quand même une évaluation assez objective des étudiants, et ça mobilise un peu de gens. Mais bon, nous, par exemple, à Beaujon, les radiologues s'y mettent là, et ça, en radiologie, c'est vraiment très intéressant parce qu'ils peuvent faire des gestes aux étudiants. Bon. Et puis, la deuxième manière d'entraîner nos étudiants, parce qu'il va falloir bien le faire, c'est les Écosses virtuelles. Donc, il y a un groupe de travail qui est mené par Donia Bouzid, qui était là, mais qui a disparu, et qui est urgentiste ici à Bichat, avec Alexis Trindine également, et Tristan Miro, qui s'occupe du groupe Écosse pour ex-Paris Centre et qui est à l'HEGP. Ils ont déjà fait des tests par Zoom, d'Écosse par Zoom, notamment pour tout ce qui est relationnel, annonce de maladie, etc. Mais ça peut aussi être des points d'examen clinique. Alors, pour l'instant, l'objectif, c'est vraiment de le faire pour de l'entraînement. Mais on peut imaginer qu'à terme, on puisse même évaluer les étudiants comme ça. Et donc, actuellement, de façon conjointe avec toute l'Université de Paris, on est en train de répondre à un appel à projet Erasmus+, qui ont des appels à projets européens. Donc, il faut avoir des partenaires dans d'autres pays pour justement développer ces modalités virtuelles d'enseignement, surtout qu'en plus l'appel à projet est très focalisé sur le Covid et les conséquences de l'épidémie sur l'enseignement des étudiants. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Victoire. Merci pour ces aspects très pratiques de mise en place des Écosses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des commentaires ou parmi les personnes connectées? Ça fait vraiment plaisir à entendre. Bravo. Ça fait vraiment plaisir à entendre une expérience bien réussie comme ça. En fait, je pense que vous avez bien montré ce qui était à la fois la complexité de départ et puis ensuite, une fois que c'est en place, le formalisme à faire tourner les groupes et faire vos différents circuits en parallèle. Je trouve que c'est une excellente idée. Ça recoupe beaucoup de ce que dit la littérature, mais donc je pense que c'est une belle expérience qu'il faut vraiment saluer. Micro, c'est possible. Micro, parce que les gens... Il y a des gens en ligne. Je pense que ça intéresse le petit sondage que vous avez fait avant-après sur le ressenti des enseignants. On voit très très bien qu'au départ, ça barbe un petit peu les enseignants et qu'au final, ils sont plutôt très, très satisfaits de l'expérience. Et nous, d'une façon générale, c'est vrai qu'à l'UFR de médecine Paris-Est-Créteil, on ne faisait pas des Écosses, mais on faisait un système de validation de fin de cycle, ce qu'on appelait des vignettes, où effectivement les enseignants étaient vraiment mis à contribution, à la fois les HU statutaires et puis les chefs de clinique. Et c'est vrai que ça marchait très très bien depuis plusieurs années. Et on va basculer, on va passer dans le mode Écosse, effectivement, pour répondre aux besoins des étudiants pour la préparation de l'ECN. Et ça semble très très bien. En tout cas, félicitations pour avoir mis tout le monde en ordre de marche. Merci. Alors, la seule chose quand même, un peu moins d'enthousiasme sur la satisfaction des enseignants, c'est que, en fait, en effet, sur le coup, ils ont tous dit c'est génial, et puis il n'y en a pas qui avaient des idées, qui nous ont dit oh là là, mais moi je veux faire ça. Hein. Et puis en fait, quand on les a sollicités la 3e fois dans la même année, alors on a essayé évidemment, on a fait tourner parce que, mais en fait, c'est quasiment la moitié des titulaires de notre UFR qui ont été sollicités à chaque fois, parce que je crois qu'il y en a 400 et quelques, et donc vous voyez, 150, c'est bon, donc ça revient vite. Alors évidemment, si on met les chefs de clinique en plus, ce qu'on a fait pour le CCC, là, ça permet d'être moins sollicité. Mais c'est quand même, si on fait 3 à 4 séances d'Écosse par an, ce qui était l'objectif avant le Covid, ça fait revenir beaucoup les enseignants. Et c'est vraiment, enfin, c'est quand même très prenant, hein, parce qu'ils sont là de 8h30 à 14h. Je vous dis, c'est quand même assez pénible.
Et en plus, il y a toute la préparation avant, les réunions, etc. Donc, voilà, ils étaient enthousiastes sur le principe, sur l'organisation, sur la modalité d'évaluation. Mais voilà, quand on en était à les solliciter pour la 3e fois, là, on s'est pris, c'était moins facile. Voilà. Mais bon, je pense que de toute façon, voilà, ils vont s'y mettre, tout le monde va s'y mettre. Je crois que c'est. Et puis, si on inclut les chefs de clinique, on est quand même nombreux. Donc, on va y arriver. Mais... Oui, puis l'habitude fait que lorsqu'on devient, qu'on répète, on devient meilleur évaluateur. Et à ce moment-là, on remplit les grilles de façon plus confortable, plus honnête vis-à-vis de l'étudiant. Donc, c'est aussi un point d'importance. Je voudrais juste vous signaler l'existence du guide de l'AME, numéro 81, qui a été publié dans Medical Teacher en 2013 et qui fait la métrique des stations d'Écosse. Et ça, c'est un guide extrêmement précieux pour améliorer les scénarios. Vous l'avez très bien dit, on est trop ambitieux au départ. Les premiers scénarios, on veut trop de l'étudiant. On n'a que 7 minutes, ça va super vite. Et clairement, les métriques qui sont finalement les critères de qualité de vos scénarios, c'est très, très bien fait dans ce guide de l'AME. Il s'est aussi publié, je vous l'ai dit, et ça vaut vraiment la peine de se pencher là-dessus pour améliorer, pour avoir des éléments, pour inciter à une meilleure écriture et à faire en sorte que vous puissiez les réutiliser, parce qu'il faudra les réutiliser si c'est des objectifs de rang A. Mais vraiment, je crois qu'il faut qu'on s'entraîne tous à améliorer notre qualité. Après les premières périodes d'enthousiasme, il faut qu'on arrive à des choses qui soient vraiment standardisées et de bonne qualité. Et là, la métrique a été publiée et nous aide beaucoup. Donc, je vous invite à aller voir le guide. Il est aussi dans Medical Teacher. Je l'avais mis dans ma présentation que Damien diffusera, je pense, à tous.